Chérif Diop, il s'agit de Boubacar Camara qui est avec nous sur ce plateau. Merci d'être avec nous, Monsieur Camara. Merci et bonsoir à tout le monde. Même si je n'ai pas trop envie de dire Monsieur Camara, mais je sens qu'aujourd'hui, je serai obligé de le faire. Bon, je vais laisser tomber parce que les Touré et les Cissé ont suffisamment fait la preuve de leurs compétences en matière de nourriture, en matière culinaire, que je n'ai pas besoin d'enfoncer la porte. Merci. Alors, vous étiez le leader du mouvement Djengou, aujourd'hui le président d'honneur du Parti pour la construction de la solidarité, qui est devenu le mouvement Djengou. Le mouvement Djengou s'est transformé en parti politique, parti pour la construction et la solidarité, Djengou Tabakh. Djengou étant le slogan de ralliement et Tabakh étant le nom du programme politique alternatif qui est porté par le parti. D'accord. Et je suis devenu le président fondateur honoraire. Pourquoi président d'honneur? Pourquoi pas président exécutif? Non, il y a un président d'honneur qui est Serigne Mor Mbaye. Moi, je suis le président fondateur honoraire parce que nous pensons que lorsque vous mettez en œuvre un programme au niveau national, vous n'avez pas besoin d'être un chef de parti. Et c'est maintenant qu'il faut commencer. Il ne faut pas attendre d'avoir le pouvoir pour quitter le parti. Il faut laisser le parti se développer, ses structures, organiser sa machine à gagner et l'orienter et laisser la jeunesse prendre les rênes du pouvoir dès maintenant. C'est pour cela que vous aviez déjà lancé l'école du parti avec le mouvement Djengou. C'est pour ça qu'on a deux leviers. L'école du parti pour la formation de ces jeunes-là, ce qu'est la politique, ce qu'est l'engagement politique, comment on organise un pays, qu'est-ce qu'un parti politique, etc. Et aussi le mouvement des pionniers, des tout jeunes, en leur montrant ce qu'est le civisme, la citoyenneté et tout. Donc c'est un travail qu'on prépare dès maintenant pour faire la politique autrement. En faisant la mue, en quittant un mouvement pour aller vers un parti politique, qu'est-ce que vous voulez démontrer? Pourquoi avoir quitté un mouvement pour un parti politique? Quelle est la valeur ajoutée? En fait, le mouvement était justifié par un contexte préélectoral. Le mouvement est né en mai 2018. Et en mai 2018, on était à 1 an des élections. Et nous, notre idée, c'était de nous organiser et de développer une stratégie pour la nouvelle opposition politique. La nouvelle opposition politique composée essentiellement de technopolitiques, de personnes qui ont des compétences dans des domaines précis, ont déjà fait leur preuve dans ces domaines et veulent mettre leur cerveau à la disposition du Sénégal. Et donc, l'idée, ce n'était pas la candidature en tant que telle, mais c'était d'organiser une nouvelle opposition politique et de voir parmi les leaders qui étaient les mieux placés pour être le candidat idéal de cette nouvelle opposition politique. C'est pour ça que le mouvement était la structure idéale. Et après les élections, nous avons évalué notre participation. Nous avions rejoint une plateforme FIPOU. Nous avons été désignés candidats de cette plateforme. Nous avons organisé une campagne de parrainage qui nous a permis de mobiliser 125 000 signatures. Vous avez suivi cette et à la fin, vous avez soutenu le président Sonko. Finalement, nous avons soutenu le président Sonko et nous avons participé aux élections. J'étais le superviseur général de la campagne et nous sommes sortis 3e de ces élections. Après participation à cette élection présidentielle, après avoir été directeur général des douanes, après avoir occupé pas mal de postes, après avoir ancien IGE, aujourd'hui, comment est-ce que vous appréciez votre contribution dans le débat démocratique? Quel a été votre apport réellement? Vous savez, ce n'est pas à moi d'évaluer mon apport. Nous nous sommes guidés par une conviction. La conviction d'abord de servir notre pays sur la base des compétences que nous avons acquises grâce à la sueur des Sénégalais, parce que nous n'avons jamais fait l'école privée. Nous avons été formés à l'école publique. Et donc, nous avons essayé de rendre service. De rendre, du moins de rembourser ce que l'État a fait pour nous, ce que le peuple a fait pour nous, ce que nous avons fait au niveau des différents postes que nous avons occupés. Après, on a évalué notre participation au développement du Sénégal. On a dit que ce n'était pas suffisant. Que la situation du pays était telle qu'il fallait s'engager politiquement. Ce que nous avons fait. Enlever la première casquette pour mettre la seconde.
Et aujourd'hui, dans cette seconde casquette, nous nous sommes positionnés dans l'opposition, avec une force de proposition. Ce qui a donné une conception claire de ce que nous pensons de l'éducation, une grosse réforme, avec l'introduction de l'anglais pour toutes les matières scientifiques, une grosse transformation de la santé. Il faut soigner la santé au Sénégal, avec la carte sanitaire revue, l'accès aux soins de santé de façon gratuite pour les maladies essentielles, la transformation industrielle, la gestion des ressources. Sur toutes ces questions, nous avons un programme précis. Donc cette participation continue. Et aujourd'hui, on est à la phase d'organisation et de massification. J'en reviens au soutien que vous aviez porté pour Ousmane Sonko. On a vu que c'était lors de la présidentielle. Récemment, le président Sonko est sorti pour dire que l'État est en train de tout faire pour le liquider afin qu'il ne puisse pas participer aux élections de 2024. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, je pense que le soutien a été fait dans un contexte déterminé où il fallait voir les synergies possibles avec les différents candidats. Et avec le président Sonko, nous avons été en parfaite synergie. Nous partageons énormément de choses sur le plan conceptuel. Nous partageons énormément de choses sur le plan de l'éthique et surtout de la gouvernance, etc. Et c'est fini? Non, ce soutien politique-là, pour une candidature, on n'en est plus là. Maintenant, on en est à bâtir une coalition pour voir comment aller ensemble avec toute l'opposition. Absorption? Non, pas de fusion, mais comment aller aux différentes élections avec les oppositions. Aujourd'hui, tout se concentre pour que les hommes politiques puissent contribuer au niveau communal, au niveau de la localité. Aujourd'hui, c'est la bataille locale et ensemble, nous allons mener la bataille locale avec toute l'opposition et en premier lieu avec le parti de Ousmane Sonko. Aujourd'hui, qu'on agite l'utilisation de la puissance d'État pour écraser un adversaire politique, cela ne me surprend pas. C'est votre sentiment? Mais c'est exactement ce qui s'est toujours passé au Sénégal. Les gens ont tendance à oublier que ça s'est toujours passé comme ça. 62, qu'est-ce qui s'est passé entre le président Dia et le président Senghor? On l'a vu. Acte 1, utilisation de la puissance d'État, y compris la justice. Après 62, on a vu ce qui s'est passé. Sous le régime du président Wade, on a vu le duel entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade. On a vu le duel entre le président Wade et le président Macky Sall. Après, on a vu le duel entre le président Macky Sall et Khalifa Sall. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant parce que tous les régimes qui se sont succédés depuis 60 ont toujours instrumentalisé la puissance d'État pour régler des comptes politiques. Mais que faire pour arrêter cette hémorragie? C'est justement ce changement de cap qu'il faut. Il faut que la politique s'arrête à la porte du palais. C'est un principe qu'il faut accepter et acter. Il ne doit plus être possible au Sénégal d'utiliser un dossier judiciaire pour écraser un adversaire. Ça a été toujours le discours des prétendants à la magistrature. Mais justement, mais pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi mais c'est parce que les Sénégalais l'acceptent aujourd'hui. C'est parce que les Sénégalais acceptent qu'on les gouverne de cette façon. Tant que les Sénégalais acceptent qu'on les gouverne en leur disant A et en faisant B, et qu'ils continuent à croiser les bras et qu'on leur serve les mêmes discours pendant 60 ans, ça ne changera. Mais au-delà de la justice aujourd'hui, M. Kamara, Aram l'a dit, vous avez été inspecteur général d'État. Aujourd'hui, vous êtes politique. Quelle est votre appréciation de l'état de la gouvernance au Sénégal? La gouvernance au Sénégal, c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de rupture dans la gouvernance au Sénégal. Au contraire, il y a des formes pernicieuses de malgouvernance qu'on n'a jamais connues. Quel est l'intérêt alors des corps de contrôle? Non, ça dépasse les corps de contrôle. Parce que les corps de contrôle tels qu'ils sont formatés, reçoivent des dossiers, rendent des rapports qui sont à la discrétion du président qui saisit la justice. Il y en a qui ont le pouvoir de saisir récemment avec l'OFNAC et tout, mais il y a toujours cette influence politique qui est là. Aujourd'hui, il faut développer un schéma de contrôle qui permet d'assurer la prévention et d'assurer la répression
lorsque les constatations sont faites, sans qu'il y ait la possibilité d'une main politique pour arrêter un dossier ou bien d'un coude politique pour neutraliser un dossier. Donc aujourd'hui, la gouvernance au Sénégal, c'est le vrai sujet. Et la gouvernance essentielle qu'il faut sauvegarder, c'est la gouvernance des ressources naturelles. Comment s'y prendre? Alors, comment s'y prendre? Déjà, comme les ressources appartiennent au peuple, ça a toujours appartenu au peuple. On l'a acté dans la Constitution du 20 mars 2016. En 2016, lors du référendum. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un droit à l'information. Aujourd'hui, on doit avoir l'inventaire de toutes les ressources du Sénégal. Qu'est-ce que nous avons? Zircon, pétrole, gaz, les quantités, les emplacements et tout. Public, pour tout le monde. Ensuite, l'aliénation des ressources doit passer par une approbation parlementaire. C'est le Parlement. Jusqu'à présent, on n'a pas un meilleur système. C'est le Parlement qui représente le peuple. Donc, l'approbation ne doit pas être faite par le président de la République, par l'exécutif, mais par l'Assemblée nationale. Le ministre, en charge du dossier, vient dire, nous avons un périmètre, nous avons un bloc pétrolier à donner, voilà les propositions que nous avons reçues, voilà l'appel à candidature, la compétition, voilà celui qui est premier, voilà ce qu'il a proposé, etc. Voilà les prix. Comme ça, on a une approbation parlementaire. Ça, c'est déjà au niveau de l'information du peuple. Et maintenant, mettre en place des mécanismes qui permettent de les utiliser de façon judicieuse. Utiliser les ressources de façon judicieuse, c'est justement ne pas se contenter de les extraire et de les vendre. Il faut les transformer. Il faut, lorsque vous avez par exemple du fer et du gaz, pouvoir faire une industrie qui permet d'avoir de l'acier, de créer des emplois, de transformer structurellement votre économie. Vous avez de l'énergie, vous avez du foncier, vous investissez dans l'agriculture, cela vous permet de transformer vos produits agricoles, les produits de l'élevage. Cette transformation-là, c'est cette façon d'exploiter judicieusement les ressources. Est-ce qu'on a cette ambition aujourd'hui de transformer? Ah mais c'est un projet. Nous, le projet Tabac, c'est ça. Le projet Tabac, c'est exactement ça dans tous les secteurs. Et ce ne sont pas seulement des slogans, parce que quand il y a le politique qui veut aujourd'hui pouvoir bénéficier du suffrage des Sénégalais, on les entend tenir des discours assez captivants pour pouvoir avoir leur vote. Nous avons avec la vérité. C'est le rapport que nous avons avec la vérité. Mais comment rompre avec tout ça? Non, personne ne peut rompre avec ça. Il faut être ou ne pas être. Si on est véridique et qu'on a des convictions, on ne change pas. Si on n'a pas de convictions, on ruse. Et beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de leaders, d'associations, de leaders de toutes sortes, rusent avec les populations. Mais les populations aussi rusent avec ces hommes politiques. Tu fais des promesses, tu donnes des t-shirts, tu donnes des trucs, et après, quand tu as ce que tu veux, tu disparais. Mais tu n'as trompé personne. C'est un jeu de dupes. Mais aujourd'hui, est-ce que les populations n'ont pas les cerveaux suffisamment formatés pour dépasser ça et pour refuser cette façon d'agir? Et c'est notre travail, nous, de sensibiliser les gens. D'accord. Alors,